Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'art peut-il s'accommoder du virtuel? On continue à explorer les effets de la crise sanitaire pour le monde de l'art. Après les dernières annonces du Premier ministre Jean Castex concernant les cinémas, les théâtres, mais aussi les musées, forcés de fermer leurs portes au public, les institutions culturelles ont choisi d'innover ou de renforcer une stratégie de culture virtuelle pour préserver à la fois le lien avec le public, mais aussi, et ça semble important, pour ne pas disparaître de l'espace public. Que fait le virtuel à l'art? Va-t-on vers un changement de paradigme? On en parle avec nos invités. Sébastien Allard, tout d'abord, qui est conservateur général et directeur du département des peintures du musée du Louvre, auteur, entre autres, d'une tribune dans un numéro de Art Press paru cet été, l'œuvre d'art à l'aune de sa matérialité. Bonjour Sébastien Allard. Bonjour. Avec nous, virtuellement, la philosophe Danielle Cohn, directrice du laboratoire Culture, Esthétique et Philosophie de l'Art et professeure à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Bonjour. Bonjour. Voilà, virtuellement avec nous, c'est la contrainte sanitaire là encore qui agit, un invité en studio, pas plus. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être avec nous réunis pour cette émission. Premier musée du monde, avec ses millions de visiteurs chaque année, le Louvre, Sébastien Allard. Ressemble-t-il à une belle endormie, là, depuis le printemps dernier ? La fourmilière a cessé. Le Louvre le Louvre n'est pas une belle endormie, puisque nous travaillons, nous continuons de travailler, nous nous occupons des collections, nous en avons profité aussi pour faire un certain nombre de travaux qui d'ordinaire sont faits les mardis et donc sur une période plus longue, donc de les ramasser dans un temps beaucoup plus court, mais le Louvre est triste. Le Louvre est triste parce que les œuvres que nous conservons, elles ont vocation à être offertes au public. Donc des galeries vides avec certes des gens qui travaillent, c'est pour nous difficile. Mais on a tendance à se dire, et ça c'est parce qu'on fait parfois un peu de mauvais esprit, que des collections au repos, c'est peut-être pas plus mal quand même de temps en temps, de leur offrir cette respiration. L'occasion peut-être aussi pour vous, conservateurs, de redécouvrir des chefs-d'œuvre qui sont restés dans vos collections, de réfléchir sur la conservation des œuvres, de repenser aussi les politiques de prêt. Est-ce que ce long confinement obligé a aussi permis tout ça ? Alors, ce que vous avez décrit, c'est notre travail quotidien. Et ce dont on se rend compte, c'est que ça ne s'arrête pas. Donc, la conservation des collections, c'est vrai que parfois, un petit peu moins de monde, notamment dans les zones les plus fréquentées, peuvent permettre... oui, à certaines collections, comme vous dites, de se reposer, mais ce n'est pas du tout l'objectif. En revanche, cela nous a permis aussi de réfléchir finalement à une nouvelle position. Comment faire avec un musée qui avait 73% de sa fréquentation touristique ? On pense que le tourisme ne va peut-être pas revenir demain. Et donc, comment nous réorganiser, comment repenser les choses de façon à faire revenir très vite le public de proximité. C'est vrai aussi que les mouvements d'œuvre vont devenir plus complexes qu'ils ne l'ont été, probablement aussi plus coûteux que le temps des grandes expositions où on avait 200, 300, 400 œuvres et peut-être un petit peu derrière nous. Donc, quels sont les nouveaux types d'expositions qu'on peut envisager? Quelles sont les nouvelles conditions de mouvement des œuvres que nous allons pouvoir mettre en place? Et au Louvre, on a des débuts de réponses à toutes ces questions que vous venez de soulever? Alors, au Louvre, on y réfléchit, mais là, on est dans un fait, comme beaucoup, dans l'urgence. C'est-à-dire que nous avons des expositions comme l'âme au corps, le corps et l'âme, pardon, qui viennent d'ouvrir, qui ont été ouvertes 3 jours et puis qui ont été fermées. Donc là, notre grande difficulté en ce moment, par rapport aux expositions qui sont au Louvre, mais par rapport aussi aux très nombreux prêts qu'on a consentis à l'étranger, c'est les mouvements de planning, les décalages, les prolongations d'exposition. Et tout ça est un travail très très lourd et très très complexe à l'échelle internationale. Oui, et cette urgence qui dure, cette exceptionnelle qui devient la norme, c'est aussi le sujet de notre discussion. Comment va-t-on désormais revoir ce qui est en train de se passer à l'aune de quelle nouvelle normalité? Danielle Cohn, est-ce que ça entre aussi dans votre réflexion à vous aujourd'hui, ce chamboulement, ce confinement qui paraissait si exceptionnel et qui est en train d'installer visiblement des habitudes, des usages aussi qui pourraient être pérennisés par la force des choses?
Oui, bien sûr, parce que cette situation nouvelle qui, comme vous venez de le souligner, dure au fond bien plus longtemps ce que nous craignions, mais ce dont nous espérions que le terme pourrait être envisageable, ça modifie complètement ce qu'il en est de ce qui est ma discipline, c'est-à-dire de réfléchir à ce que c'est qu'une expérience dans un musée, une expérience esthétique, une expérience des œuvres, parce que sans la présence que je préfère appeler réelle, même si ça a une connotation un peu religieuse, mais ça ne me paraît pas si grave, sans l'expérience en présence réelle, que veut dire une expérience de l'œuvre en virtuel, qui est la seule que nous ayons pour le moment. Donc, outre la nostalgie que nous avons de l'observation, l'attention portée à l'œuvre en vrai, nous nous retrouvons à devoir reconsidérer ce qui peut en être d'une expérience virtuelle et de savoir si le virtuel est compatible avec l'idée même d'expérience dans le cas d'une œuvre d'art. C'est Emma Lavigne, la nouvelle directrice du Palais de Tokyo, qui a pensé d'ailleurs l'exposition Anticorps, qui venait d'ouvrir ses portes en octobre et qui a été immédiatement suspendue, qui a dû se replier, qui disait dans les colonnes du Monde, ça devient un sacré exercice d'équilibriste d'arriver à programmer le vivant dans ces conditions, Sébastien Allard. Là, il y a dans l'expression d'Emma Lavigne quelque chose qui est capital, c'est le vivant. Voilà, c'est que nous sommes une culture vive. C'est le titre d'un article que nous avons publié avec Daniel Cohn. Dans la revue Esprit en mai dernier. Voilà, une culture vive et que le virtuel avec lequel nous avons beaucoup travaillé, non seulement les musées, mais les théâtres, les opéras, enfin le monde de la culture, notamment dans le premier confinement, comme le seul moyen de continuer à maintenir le lien, eh bien le virtuel est une porte d'entrée, mais qui doit conduire à l'accès direct, réel à l'œuvre, le contact avec l'œuvre d'art. Une porte d'entrée, un accompagnateur. Et il faut dire que les débuts du numérique ou du virtuel, comme on dit aujourd'hui, ça ne remonte pas là, à cette crise sanitaire. En 1995 déjà, il faisait son entrée dans nos vies et dans la vie du monde de l'art. Alors pour quels usages? D'hier à aujourd'hui, la crise sanitaire semble en tout cas avoir démultiplié les possibilités et les utilités. Bien au chaud chez vous, vous allez désormais pouvoir visiter le Louvre en pantoufles, et cela grâce à votre ordinateur. Les CD doivent permettre de mieux comprendre, de mieux faire comprendre les œuvres d'art et de donner des possibilités que seul l'ordinateur peut offrir. Maintenant, c'est devenu véritablement un achat familial. On se rend compte que les familles s'équipent en ordinateur multimédia pour l'éducation des enfants. Et que dans l'éducation des enfants intervient bien sûr l'éducation culturelle. Alors l'avantage bien sûr d'Internet, c'est de pouvoir créer des liens interactifs et faire en sorte qu'on puisse avoir un maximum d'informations sur ces œuvres d'un simple clic. On a deux fenêtres en fait de visualisation qui nous permettent de voir déjà le socle du robot et son environnement immédiat pour savoir où l'on va. Et puis une visualisation plus large qui nous permet de nous diriger dans un espace que l'on ne connaît pas. Allô Brigitte, c'est Lisa. Lisa? Mona Lisa, la Joconde, t'en connais d'autres? Ah, pardon, je t'ai pas reconnue. Ça va? Dominique est là. Attends, je vais voir s'il est dispo. Dominique? Quoi? Lisa au téléphone. Oh non, pas elle. On est sur haut-parleur là. Salut ma chérie, alors quoi de neuf? Bah tu sais bien, j'en peux plus de sourire toute la journée comme une idiote. T'exagères, tout le monde aimerait être à ta place au Louvre. 20 000 visiteurs par jour. Hey, amusez-vous! Amusez-moi! Visiter le château de Versailles et sa célèbre Galerie des Glaces. Vous le voyez, ils sont des millions de visiteurs à le faire chaque année. Et bien moi aujourd'hui, je vous propose quelque chose de différent, une visite exclusive où vous aurez le château pour vous, avec un guide qui connaît tous les secrets et ça passe par la réalité virtuelle. Merci à Thomas Beau et à Jean Bulot pour cette balade virtuelle à travers les collections. Comment va-t-elle d'ailleurs? Ah oui. Qui ça, Mona Lisa? Elle-même. Mona Lisa va... Vous l'avez vue récemment? Oui, je l'ai encore vue juste avant de venir. Mona Lisa est bien conservée, on en parlait tout à l'heure, dans sa vitrine protégée. Et triste de ne pas avoir le public. Vous pensez peut-être...
cette petite J'en mise suis en sûr. réserve. Vous en J'en êtes suis sûr. sûr. Oui, justement, vous demandez, et plus sérieusement, on imagine que pour vous deux, Daniel Cohn, Sébastien Allard, ça a dû créer un vide aussi, tout ça, toute cette culture arrêtée. Alors, par vos métiers, vous pouvez peut-être plus facilement aller côtoyer des œuvres quand un manque se fait ressentir. Néanmoins, comment vous-même, vous l'avez comblé, ce manque, Sébastien Allard? Alors, ce manque, le manque, d'une certaine manière, il était comblé. Le manque n'était pas, puisque je suis conservateur au Louvre, donc je suis au milieu des œuvres toute la journée, le manque qu'on a n'est pas tant, pour nous, personnellement conservateurs, le contact avec l'œuvre d'art, mais la question, c'était quand est-ce que le public va revenir? Comment on garde le lien? C'est ça, comment garder le lien entre notre public et imaginer des publics nouveaux ou des publics qui reviennent. Et quand? Donc il y a cette question aussi des temporalités, du temps dont on dispose pour inventer des choses qui permettront de faire revenir le public. Daniel Cohn, pour la philosophe que vous êtes, comment vous avez comblé le vide? Alors, je l'ai comblé en lisant. La lecture nous était encore permise et elle n'avait rien de virtuel. Après, en réfléchissant aussi à ce que ça voulait dire, le problème, enfin, comment est-ce que j'arrivais personnellement à organiser cette espèce d'équilibre entre ce que le virtuel pouvait m'apporter et ce qu'il en était de mon besoin de voir vraiment les œuvres. C'est-à-dire, est-ce que le virtuel était vraiment une introduction, une médiation possible? J'ai dû constater que ça n'était pas tout à fait le cas. C'est-à-dire que à chaque fois que j'ai regardé des choses, que ce soit des œuvres ou dans des musées, parce qu'il y avait des possibilités de les voir et ça avait été bien organisé, ou quand je regardais des captations de spectacles, en fait, ce que ça activait, c'était la mémoire d'une expérience qui, dans le temps, pour moi, s'éloignait parce que elle appartenait au passé et que ce dont j'avais besoin, c'était de pouvoir la vivre, donc de réintensifier ma propre existence. Et c'est ça que le virtuel peine à donner. Le virtuel est une sorte de béquille à laquelle on peut recourir quand on a eu une expérience première. Voilà, c'est ce que vous dites. Oui, réactiver une expérience suppose déjà de l'avoir vécue auparavant, ce qui n'est pas le cas de tous. C'est ça. Et je me pose des questions sur savoir si le virtuel est capable de consolider, de faire des strates de mémoire comme le fait l'œuvre en vrai. Avant, c'était un accompagnement. Aujourd'hui, c'est pour pallier un manque, ce qu'on entend, l'ordinateur, le numérique, le virtuel aussi. Et vous le dites, Sébastien Allard, en premier lieu au Louvre, vous avez dû penser à comment garder le contact avec le public. C'était quand même une réflexion que vous aviez entamée depuis longtemps dans votre musée, celle de la place du numérique, celle de la place à lui accorder, à lui faire. Oui, c'est une réflexion qui est ancienne. On voit bien que cette présence du numérique, elle n'est pas nouvelle. Sauf que effectivement, le confinement, la distance, l'impossibilité de l'accès à l'œuvre fait que tout d'un coup, les phénomènes se sont accélérés. Mais la réflexion qu'on a par rapport à ça, c'est que le virtuel offre une présence de l'œuvre dématérialisée. Et ce qu'on a dans les musées, ce qu'on offre et ce qui est irremplaçable, et ce que disait Daniel précédemment, c'est cette matérialité de l'œuvre. C'est que le visiteur vient au musée, donc c'est pas être en pantoufles comme dans votre depuis chez soi. Il faut se déplacer. Il y a une sorte de protocole, si je puis dire, de visite dans le musée où on va effectivement voir des œuvres qu'on désire voir. Donc il y a une question de désir, consciente, inconsciente. Il y a aussi, quand on visite un musée, l'occasion, tout d'un coup on tombe sur une œuvre et puis qu'on ne s'attendait pas à trouver, qui nous parle, qui fait résonner quelque chose dans la mémoire, et cette œuvre, on partage avec elle à un moment donné de l'espace, du temps. On la croyait plus grande, on la croyait plus petite, parce que le virtuel, comme toute reproduction en fait, a tendance à lisser une œuvre. On n'a pas de notion de la taille, on n'a pas de notion de sa matérialité réelle, de la place qu'elle occupe dans l'espace, et c'est tout ça qui se construit lors de notre contact direct avec une œuvre d'art qui est un objet, qui est matériel. Est-ce qu'on peut se poser clairement cette question, alors pas au Louvre, mais en
en ayant pensé dans l'urgence le numérique, en lui donnant une place beaucoup plus importante qu'il n'avait auparavant dans cette expérience muséale, en le faisant passer d'un instrument pédagogique à peut-être un pis-aller de visite, en tout cas en remplaçant ce qui était l'expérience par la force des choses, par le numérique. Est-ce que vous avez parfois le sentiment que vous êtes un peu tous en train de creuser votre propre tombe? On entend aussi dire qu'une partie des musées ne rouvriront jamais. Alors, je ne sais pas si on peut aller dire qu'on est en train de creuser notre propre tombe, mais ce qui est sûr, c'est que le numérique a une telle place dans nos vies qu'il finit par devenir le maître étalon de tout. Et que donc, il faut aujourd'hui avoir peut-être une attitude un peu militante sur ce que c'est que l'œuvre d'art, ce que c'est que notre rapport physique réel avec l'œuvre d'art, comment on se confronte avec la matérialité d'une œuvre d'art, et ensuite voir ce que le virtuel, qui propose des reproductions de plus en plus parfaites, comment on peut l'utiliser, non seulement comme porte d'accès, non seulement comme outil pédagogique, peut-être aussi comme outil d'appropriation. Alors évidemment, si on a la mémoire de l'œuvre, l'appropriation par le virtuel sera différente de si on n'a jamais vu l'œuvre. Et puis, ce que je vous disais, c'est que le virtuel ne rendra jamais le sens de l'espace avec le public, avec d'autres personnes. Le virtuel, vous allez dans un spectacle d'opéra, c'est comme dans un musée. Vous sentez la salle vibrer, vous avez la voix du chanteur qui résonne en vous, et vous avez 2000 ou 2500 personnes qui tout d'un coup sont emportées. Voilà, le musée offre ça avec cette présence des œuvres et du public. C'est vrai, mais le virtuel, c'est aussi l'accès à l'art pour tous, par tous, tout le temps, à tout moment, où qu'on soit. Ça peut être pareil pour le théâtre, ce que nous disait encore le metteur en scène portugais Tiago Rodrigues la semaine dernière. Ça a permis d'élargir des publics qui jusqu'ici ne pouvaient peut-être pas aller facilement à Lisbonne, habitant à l'autre bout du pays, pour voir telle pièce dont on vous aurait parlé. C'est cette promesse-là. Est-ce qu'on est si loin du musée imaginaire tel que l'avait pensé Malraux en 79, il parlait déjà de ce que l'audiovisuel a changé, de ce que la cassette vidéo allait changer par rapport à la photo. On a énormément employé la caméra, alors que ce soit celle du cinéma, celle de l'audiovisuel, pour donner des détails, se rapprocher du tableau, s'écarter du tableau, voilà, ce que nous appellerons des manipulations d'appareil. Mais on a excessivement peu cherché des données comme le jour où dans le cinéma, on a inventé le montage. Eh bien, dans l'audiovisuel, nous allons avoir des surprises de ce genre. De même qu'on a cru au début que le cinéma, ce serait un moyen de photographier le théâtre, puis on ne comprend pas du tout. On croit que l'audiovisuel, c'est un moyen de reproduire quelque chose. Il faut quand même bien lui dire que l'écran est une étrange réalité, parce que si vous devez avoir le vrai sanctuaire, il est bien évident qu'il est grand. Quand vous en avez la reproduction, ça ne marche pas parce que la photographie plaque. Mais l'audiovisuel ne plaque pas. Vous devez avoir quelque chose comme si l'œuvre sécrétait une aura. Et cette aura étant à peu près le sanctuaire. L'écran est une étrange réalité, dit Malraux, Daniel Cohn. C'est vrai, il pointait déjà lui aussi les risques. Et c'est vrai que le retour de cette expression musée imaginaire et le retour à Malraux est assez frappant dans la conjoncture qui est la nôtre. Ce qui me semble, c'est qu'à la fois on peut penser Malraux comme une sorte de prophète de ce qui est en train de nous arriver, parce qu'il a été fasciné par la question de la reproductibilité technique, et il a très bien vu que de la photographie à l'audiovisuel, de l'image immobile à l'image en mouvement, il y avait un certain nombre de choses qui bougeaient. Donc on pourrait inscrire le virtuel dans cette généalogie, en quelque sorte. Ceci dit, Malraux est aussi quelqu'un qui a longtemps et toujours, de manière militante, comme vient de le dire Sébastien Lard, défendu le rapport direct à l'œuvre. Or, ce qui se passe avec le virtuel, comme ça se passe avec l'audiovisuel, c'est quand même que ce que nous avons, ce sont des images. Donc on revient là à la question de la matérialité de l'œuvre. Le musée imaginaire nous donne
une ouverture extraordinaire vers des possibles. Mais le passage du possible au réel est un temps difficile, et ce temps, il a besoin de la matérialité de l'œuvre, mais aussi de la matérialité d'un espace et d'un temps pour que l'expérience ait lieu. Et le problème du virtuel, c'est qu'en fait, il y a une expérience qu'il n'y a pas, parce qu'on n'a pas besoin de s'orienter, on est préorienté, et on ne s'oriente ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans la pensée. Donc on n'avance pas en tant qu'individu. On a un stockage extraordinaire qu'on n'avait pas. Malraux a toujours insisté là-dessus. Baudelaire voyait très peu d'œuvres, et n'importe qui, il parle d'adolescents de 18 ans qui en ont vu beaucoup plus que lui. Certes, mais qu'est-ce que ça veut dire voir ? J'aime beaucoup la réflexion d'un grand historien d'art qui a écrit un livre qui s'appelle Principes fondamentaux de l'histoire de l'art, mais qui a écrit un tout petit texte qui s'appelle L'explication des œuvres d'art. Et lui, qui passait son temps à aller voir les œuvres en vrai, il dit on voit trop. Ce que le virtuel nous impose, c'est de toujours pouvoir en voir plus, donc d'en voir trop, donc d'être confronté à une hyper-disponibilité. Et ce que le musée et le type d'attention perceptive qui peut s'y former nous donne, c'est justement ce jeu entre le désir, la résistance à une hyper-disponibilité, parce que tout n'est pas visible à la fois, ensemble, mais qu'on est obligé de prendre en considération des contextes, des parcours, et de nous construire une expérience du visuel qui ne nous est pas donnée, mais que nous devons nous-mêmes prendre en charge. Au fond, qu'est-ce que c'est, Sébastien Allard, l'art exposé? Qu'est-ce qu'il différencie, on en revient à ce qu'évoquait Daniel Cohn, l'œuvre de son image, hein. C'est aussi sur cette différence d'expérience sensorielle qui va se jouer, mais pas seulement. Oui, c'est une expérience. C'est pas seulement c'est une expérience sensorielle, bien sûr, mais c'est pas seulement une expérience sensorielle. C'est aussi, comme le disait Daniel aussi, la constitution d'une expérience à la fois personnelle, puisqu'on est individu, et collective avec d'autres. On peut échanger. Et je donne toujours le cas de la Dentelière de Vermeer, tableau ultra connu qui est au Louvre. Et faites l'expérience d'aller voir ce tableau dès que le musée sera ouvert. C'est un tableau tout petit, de très très loin. Il y a une sorte de magie qui fait qu'on le distingue. Et puis, on s'approche, on se penche dessus, il faut se concentrer pour voir ce qui est représenté. Et en fait, on se concentre comme se concentre la dentelière sur ses propres fils. Tout est blanc, gris, jaune. Et tout d'un coup, il y a cette tache rouge au premier plan qui est une tache qui représente des fils, mais qui est une grosse tache de peinture. Et tout d'un coup, on est renvoyé à la peinture même. Et donc, en l'espace de quelques minutes, de quelques secondes, on a fait à la fois l'expérience de découvrir une œuvre d'art, l'expérience de la concentration. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, face à nos écrans, on se concentre de moins en moins. On passe les œuvres de plus en plus vite. Et puis, cette matérialité qui est aussi une forme de sensualité, c'est le travail du peintre, c'est le génie de l'artiste. Donc, et puis, rien n'est normé. Vous reviendrez une deuxième fois, vous ne verrez pas du tout la même chose. Alors que l'image, effectivement, en tant que telle, l'image, elle est normée. Alors, vous pouvez l'agrandir, la diminuer, etc. Ce qu'offre, à mon avis, une sorte d'illusion aussi du virtuel, c'est que les capacités du virtuel sont absolument formidables en termes d'agrandissement, de rétrécissement. Donc, en fait, ça offre, il y a toujours ce désir du spectateur d'entrer dans l'œuvre, de découvrir le mystère de l'œuvre. Et c'est comme si, en agrandissant à une échelle extraordinaire le détail, tout d'un coup, on était immergé dans cette œuvre. Alors que souvent, cet agrandissement du détail qu'on peut faire sur son écran finit par nous faire perdre le tout, finit par nous faire perdre l'œuvre. Et donc, il faut y revenir. Et le virtuel peut nous aider à y revenir. Et sur la question de l'élargissement du public que vous avez évoqué, effectivement, le virtuel permet un élargissement social du public, mais il ne faudrait pas qu'il y ait ceux qui aient pu, à un moment, avoir accès à l'œuvre et ceux qui ne pourront jamais avoir accès à l'œuvre ou qui n'auront qu'un accès virtuel à l'œuvre. Et c'est là-dessus aussi qu'on travaille.
Invité jusqu'à 13h30 pour parler de cet art qui est en train de devoir s'accommoder du virtuel, mais qui s'y refuse aussi à son corps défendant. Culture Vive, les deux auteurs de cette tribune, de ce texte paru dans la revue Esprit au printemps dernier, qui ont ici signé une réflexion autour de cette matérialité de l'œuvre dans la revue Art Press. Sébastien Allard et Daniel Cohn sont avec nous jusqu'à 13h30. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Daniel Cohn, dans Art Press, Catherine Millet, l'essayiste, spécialiste d'art, raconte aussi et souligne la pluralité de ces masques qui s'additionnent aujourd'hui, que la modernité vient finalement apposer sur l'œuvre petit à petit. Ça va du numérique au smartphone, en passant par toutes les vitres de verre qu'on peut poser aujourd'hui autour des œuvres. Ce sont autant, diriez-vous, comme elle, autant de murs invisibles qui vont nous séparer, qui vont briser d'une certaine manière la relation de l'homme, du public à l'œuvre aujourd'hui. Je pense qu'à terme, oui, elle a tout à fait raison. Ce sont des murs d'autant plus dangereux que comme ce sont des verres transparents, on n'a pas le sentiment d'être placé devant une opacité. Donc en fait, on ne comprend pas ce qui nous échappe. Et ça, c'est assez dangereux. Parce que si on sait ce qui nous échappe, c'est pour ça que le fait d'avoir eu une mémoire qui a pu se constituer permet de nourrir une imagination, mais quand tout est derrière le verre et qu'on croit que c'est ça, c'est beaucoup plus inquiétant. D'ailleurs, la traduction du musée imaginaire de Malraux en anglais, c'était without walls, sans les murs. Donc ce problème du mur, on est vraiment dans un problème de mur. C'est-à-dire, où est-ce qu'il est le mur Et c'est ce que disait Sébastien Allard tout à l'heure. Aucun virtuel ne nous rend le rapport à la proportion, le rapport au contexte, le rapport à l'histoire que le musée tisse entre les œuvres, ne serait-ce que par rapport à ce qu'on s'est mis à appeler d'un terme anglais le display, mais par rapport à la façon dont les œuvres sont agencées les unes par rapport aux autres et où le parcours fait sens. Tout ça, on ne l'a pas. Et ça manque. Donc effectivement, on est confronté à une telle transparence qu'on a de plus en plus de masques, outre celui qu'on est obligé de porter sur notre visage en ce moment. Oui, ça pose aussi la question, Sébastien Allard, de la copie, de la réplique, de la reproduction. Est-ce qu'on va tendre à aller de plus en plus vers cela ? Vous soulevez notamment l'exemple de Véronèse, de cette reproduction grandeur nature des noces qui ont été présentées. Oui, aujourd'hui nous avons des moyens techniques pour faire des reproductions qui sont entre guillemets bluffantes de réalisme, et donc le rapport par rapport à l'original peut être troublé, enfin, parce que aujourd'hui je voyais aussi un autre exemple, c'est-à-dire certains proposent des reproductions 3D d'œuvres, des sculptures en particulier du Moïse de Michel-Ange, non pas à partir du Moïse lui-même de Michel-Ange, mais à partir de moulages du Moïse de Michel-Ange. Donc on voit bien que le rapport à l'œuvre devient beaucoup plus flou et qu'on est dans une interrogation sur, l'utilité de l'œuvre finalement. Si on se dit qu'une image virtuelle nous apporte autant de choses, donc ça a des conséquences très importantes, parce que ça veut dire quelle est l'utilité des institutions qui conservent les œuvres, quelle est l'utilité d'avoir accès à l'œuvre directement aussi. Et puis, la reproduction ne rend pas du tout compte, bien souvent, de l'état de l'œuvre. Elle est faite à un moment donné. Avec les images, pour rebondir sur la question précédente, les images, notamment pour la peinture, les images sur écran sont toutes rétroéclairées. Donc elles ont des couleurs plus vives, voilà. Et lorsque les visiteurs viennent dans les musées, parfois ils sont déçus. Et je trouve que, moi je dis toujours qu'il y a une chose, la Joconde, disons 40%, le chiffre, je ne sais pas, il est peut-être faux, des gens qui sont face à la Joconde sont déçus. Et ça, c'est formidable parce que c'est le moment où il y a le contact réel avec l'œuvre d'art. Alors, elle est trop, elle n'est pas assez, elle est trop jaune, elle est trop petite, elle est trop loin, elle est trop près. Et c'est sur cette question-là, c'est-à-dire sur ce décalage entre l'image et
la matérialité de l'œuvre, une œuvre qui a vieilli, une œuvre qui a des craquelures, qu'il faut jouer. Et ça, l'image numérique a tendance à les gommer ou à les survaloriser dans le détail. Est-ce que votre métier à vous pourrait changer, Sébastien Allard? Est-ce que demain, vous allez non plus être directeur du département des peintures, conserver des œuvres, mais des images? J'espère que non. Si vous voulez, j'espère que non. Et le terme conservateur n'est peut-être pas tout à fait juste parce que le métier du conservateur change tout le temps. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on intègre toute la part numérique comme accès à l'œuvre dans notre réflexion et dans notre action. Oui, la question aussi de la reproduction par l'image de ces œuvres doit, on imagine, compter pour vous. On a évoqué les enjeux esthétiques, sensoriels, culturels, philosophiques, avec vous aussi, Daniel Cohn, de cette arrivée massive du numérique dans la vie des musées et du monde de l'art aujourd'hui. Un mot des modèles économiques qui sont aussi en train d'être bouleversés. Sébastien Allard, vous pensez, avec ce qui se joue actuellement? Oui, alors il y a des vrais... Derrière le numérique, il y a des industries aussi. Et c'est vrai qu'on pourrait dire que, d'une certaine manière, disons de façon un petit peu polémique, alors que les institutions culturelles sont un petit peu bloquées, le numérique gagne des parts de marché. Enfin, pour employer ce vocabulaire. Avec la gratuité à la clé aussi. Avec, dans un premier temps, disons, la gratuité à la clé. Donc en fait, vous voyez que c'est un système qui est extrêmement complexe, qui pose des enjeux institutionnels sur quelle institution on veut, la survie des institutions, la vie des institutions, des enjeux économiques, des enjeux financiers, des enjeux philosophiques et des enjeux qui sont proprement humains dans celui de qu'est-ce qu'on veut avec l'art, qu'est-ce qu'on en retire, qu'est-ce que l'art dit encore dans notre société d'aujourd'hui, notamment l'art ancien, mais aussi l'art contemporain, et aussi comment la création, parce que ça c'est très très important, se nourrit du numérique. Il y a des créations aussi numériques, donc il y a des artistes qui créent en numérique, donc il ne faut pas non plus sous-estimer l'utilisation du numérique dans ce domaine-là. Christophe Pomian, qui est l'auteur d'une grande histoire mondiale des musées chez Gallimard, disait récemment autour de cette grande table, et je vous invite à réécouter cette émission, que nous vivons en ce moment une énorme rupture, Daniel Cohn. Toutes les époques de rupture sont aussi des époques où naît le besoin de garder la mémoire du passé, de préserver les liens, de transmettre à un avenir indéfiniment éloigné ce que nous considérons comme suffisamment important pour être préservé. Et les musées sont aussi des institutions faites pour ça. Un mot de votre part, Daniel Cohn, pour conclure sur l'importance des musées dans nos vies, pour préserver cette mémoire aussi. Je suis bien sûr complètement d'accord avec Christophe Pomian. En fait, je doute que la culture telle que nous l'avons construite, conçue et telle qu'elle nous fait vivre et qu'elle nous donne à vivre puisse tenir uniquement avec un jeu des images et une disparition de l'œuvre au profit d'un savoir sur l'art, d'un savoir au fond très distancié, donc, et d'un savoir qui serait privé du lien avec ce qu'il en est de l'articulation, vous me pardonnerez ce jargon philosophique, mais l'articulation entre le sensible et l'intellectuel. Et c'est ça qui se perd avec l'image, et c'est ça que une visite dans un musée donne. Il y a une transmission de ce qu'a été l'œuvre, de ce qu'elle devient pour nous, et l'expérience partagée et partageable fait partie de ce que donne le musée, et ce n'est pas ce que donne le virtuel. Merci beaucoup à vous. Merci Daniel Cohn d'avoir participé à cette grande table autour de la question de l'art et des musées. Merci beaucoup à vous, Sébastien Allard. On souhaite une réouverture très prochaine des musées en général et tout particulièrement de notre Louvre, dont je rappelle que vous êtes le directeur du département des peintures au musée du Louvre à Paris. Merci à toute l'équipe de la grande table pour la grande table des idées. Merci à Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez, à Aurélien Delacroix et Henri Leblanc pour la grande table culture avec l'aide toujours très précieuse de Madeleine Martineux et de Anouk Delfino. À la réalisation aujourd'hui, c'était Thomas Beau avec Clément Daté. Très bel après-midi à tous sur France Culture.